selon la couleur de façon mais vraiment que chacun va sa gauche, chacun sa droite, donc ces valeurs-là. Et t'as pas se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Chichas. Donc, c'est pas un combat entre l'industrie forestière qui veut s'accaparer des choses et les gens qui veulent faire la conservation. En fait, c'est un arbitrage qui doit être revisité, que le gouvernement doit faire. Et c'est le gouvernement qui alloue les forêts. Donc, si le gouvernement continue d'allouer les forêts comme il le fait présentement, on a un problème. Et ce problème-là, il n'est pas exclusif à la Gaspésie, il est pan-québécois, il est pan-canadien. Nous recevons aujourd'hui Martin Hugues Saint-Laurent, professeur titulaire en écologie animale à l'Université du Québec à Rimouski, pour faire le point sur l'état d'extrême précarité de la population de caribous de la Gaspésie, désignée en voie de disparition et comptant désormais moins de 30 individus. La survie de cette population unique est directement menacée. Le professeur Saint-Laurent nous expliquera comment la science démontre que l'altération de son habitat par l'activité humaine a mené à son déclin, pourquoi les mesures actuelles de protection sont insuffisantes et quelles sont les solutions scientifiquement prouvées mais politiquement difficiles pour espérer le sauver de l'extinction. J'ai commencé à m'intéresser au caribou de la Gaspésie en 2006, là, quelques années avant de devenir professeur ici à l'université. À ce moment-là, on m'avait posé une question, est-ce que le parc de la Gaspésie est un outil suffisant pour conserver des caribous? Donc, j'étais à l'époque en train de débuter un stage postdoctoral avec un chercheur ici qui s'appelle Jean-Pierre Ouellette. Donc, on a écrit une revue littérature, une synthèse un peu de différentes opinions sur la question. Et on a émis l'hypothèse que le parc de la Gaspésie était pas suffisamment grand et on pouvait pas se remettre uniquement à ce parc-là en espérant que ça allait permettre d'avoir des populations autosuffisantes. Après ça, j'ai commencé ma carrière de chercheur ici en 2008. Et rapidement, une partie de ma programmation de recherche qui touche au caribou forestier, donc à la sous-espèce du caribou des bois, s'est mis à s'étendre vers le caribou de la Gaspésie. J'étais déjà à l'époque membre de l'équipe de rétablissement du caribou de la Gaspésie. Et j'ai commencé à recruter des étudiants gradués pour travailler avec moi sur différentes questions. Puis en 2013, on a lancé une initiative d'envergure là, avec plus d'une dizaine d'étudiants gradués, en même temps la capture de nouveaux individus, l'installation de colliers télémétriques, pour être capable de répondre à toute une série de questions que les partenaires m'avaient adressées. Et donc, on peut dire que depuis 2018, depuis 2008, là, ça donc en 18 ans, là, on a avancé passablement l'état des connaissances sur cette espèce-là, cette population spécifique-là en Gaspésie. Et aujourd'hui, j'ai pas peur de dire qu'elle fait partie des populations les plus étudiées au monde. Alors justement, avec toutes les données que vous avez, le temps de travail que vous avez là-dessus et sur le terrain aussi, comment se porte la population, selon toi, aujourd'hui, la population de caribous en Gaspésie? La population de caribou en Gaspésie va pas très bien. C'est pas juste moi qui le dis, hein. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, le COSEPAC, lui a décerné, il y a plus de 2 décennies de cela, le statut de population en voie de disparition. Donc, c'est le plus haut statut critique qui existe au Canada. L'étape après, c'est population éteinte. Donc, cette population-là va pas très bien. Elle est passée de quelques milliers d'individus il y a un siècle et demi à quelques centaines d'individus au milieu des années 70. Depuis qu'elle est suivie de près, là, c'est une des rares populations au Canada qui a un inventaire à chaque année. La population est passée de un peu plus de 250 individus à moins d'une trentaine d'individus dans les dernières années, ce qui a nécessité la mise en enclos d'une partie de la population. Donc, à 30 quelques individus, pour une unité désignable, là, pour un élément de biodiversité considéré irremplaçable à l'échelle canadienne par le COSEPAC, on peut dire que cette population-là est pas nécessairement dans une condition intéressante. Elle est dans un état d'extrême précarité. Et on peut penser que sans des efforts et des innovations, cette population-là s'éteindrait dans les prochaines années. Justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ces efforts, de ces innovations. Quelle direction vous proposeriez ou que vous avez sûrement déjà proposé, mais quelle direction il faudrait prendre dans le fond pour que
Est-ce que déjà, on peut dire, est-ce qu'il y a de l'espoir à ce que cette population puisse repartir, se redévelopper de nouveau? La beauté dans la situation du caribou de la Gaspésie, c'est qu'on a tellement étudié les différents chercheurs universitaires, les collaborateurs scientifiques du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral et moi, on l'a tellement étudié qu'on comprend le déclin. Donc, à partir du moment où on comprend les mécanismes, c'est facile de jouer sur les leviers, puis être capable d'infléchir la tendance au déclin, puis de rétablir la population. Si on comprenait pas le mécanisme, on serait dans une situation d'autant plus problématique. L'enjeu maintenant, c'est que on doit avoir le courage politique de mettre en œuvre les changements requis pour maintenir cette population-là en place. Donc, quand on comprend comment les perturbations naturelles, mais surtout les perturbations humaines comme la voirie forestière, la coupe forestière viennent influencer la relation du caribou avec ses prédateurs, on comprend donc le facteur ultime qui est la perte et l'altération de son habitat, puis le facteur proximal qui est l'augmentation du nombre et de l'efficacité des prédateurs. Ben, on peut jouer sur deux tableaux. Le premier tableau, c'est de limiter au maximum le risque que des caribous rencontrent des prédateurs. On peut le faire de différentes façons. Mettre des caribous en enclos pour qu'ils donnent naissance dans des conditions exemptes de prédateurs, puis que les jeunes caribous puissent se développer, puis sortir en grandissant de la fenêtre de haute vulnérabilité à la prédation là, qui caractérise les premiers mois de vie. C'est ce que le gouvernement du Québec fait déjà depuis quelques années. On peut aussi faire du contrôle de prédateurs pour que les caribous qu'on libère des enclos ou pour que les caribous qui vivent encore à l'extérieur des enclos soient en mesure de rencontrer une moins grande densité de prédateurs. C'est quelque chose qu'on fait en Gaspésie depuis le début des années 90. Force est d'admettre que c'est pas une solution sur laquelle on peut se reposer uniquement. Si ça avait à fonctionner, on a 30 ans de contrôle des prédateurs derrière la cravate, on le saurait. Ce contrôle des prédateurs-là, le problème qu'on a, c'est que on enlève des prédateurs, mais la qualité de l'habitat est encore hautement favorable aux prédateurs. Donc, les prédateurs qui restent ont une meilleure survie, une meilleure reproduction. Puis essentiellement, c'est comme si on essayait de vider l'eau d'une chaloupe qui est percée. Tant qu'on règle pas le problème des trous dans le bateau, on va être obligé d'écoper puis d'enlever de l'eau à chaque année. Donc, ça nous ramène rapidement à l'habitat. Nos travaux ont montré qu'au cours des 30 dernières années, on a récolté près de 60% des vieilles forêts autour du parc de la Gaspésie. On a donc converti le paysage autour du parc de la Gaspésie, qui était un paysage favorable aux caribous il y a un siècle et demi de cela, en un paysage qui est hautement favorable aux cerfs de Virginie, à l'orignal, deux proies alternatives, puis aux coyotes et à l'ours, les deux prédateurs opportunistes. Donc, imaginez que, essentiellement, on a modifié l'habitat du caribou pour le laisser sur une île de vieille forêt, qui est le parc de la Gaspésie, ceinturé d'une mer de prédateurs. Et donc, faut pas se surprendre que le contrôle des prédateurs fonctionne pas, puisque l'habitat est tellement favorable aux prédateurs qu'on optimise, on maximise leur capacité de déplacement, leur survie, leur reproduction. Donc, pour l'instant, là où le bas blesse, dans les efforts de conservation qui sont déployés, c'est qu'on est essentiellement en train de s'attaquer aux facteurs proximales du déclin, le nombre de prédateurs, leur efficacité, leur accès au caribou. Mais on a complètement dans l'angle mort la protection et la réparation, là, la restauration de l'habitat du caribou. Donc, jusqu'à récemment, on poursuivait encore à faire des coupes forestières dans l'habitat essentiel du caribou de la Gaspésie. Donc, on repoussait de plus en plus loin la ligne d'arrivée en convertissant des forêts favorables au caribou en des forêts favorables aux prédateurs du caribou. Donc, le courage politique, c'est d'avoir une stratégie qui nous permettrait de rétablir un équilibre dans le paysage. On voit des efforts timides, mais des efforts qu'on doit souligner quand même de la part du gouvernement du Québec, mais c'est un immense enjeu d'acceptabilité sociale que de revoir notre relation à la forêt. Oui, ce que je comprends, c'est que dit d'une autre façon, c'est un peu comme une bataille entre l'industrie, ou c'est une certaine partie de l'industrie qui veut s'accaparer le territoire, et ou versus pour l'environnement, essayer de l'agrandir pour le caribou. Il y a à l'intérieur de cet enjeu socio-économique et de conservation-là une réflexion qui est plus grande que celle uniquement du caribou.
Donc, l'industrie forestière, elle est là pour convertir la forêt en produits ligneux, des bois de charpente, des bois de finition, du papier, du carton et autres, la biomasse. Donc, on peut pas leur en vouloir de faire la mission pour laquelle ils existent. L'enjeu est davantage au niveau du gouvernement et de la capacité de voir la forêt pour ce qu'elle est davantage qu'uniquement un réservoir de ressources ligneuses. Donc, les forêts matures contribuent à la régulation du climat, à la filtration de l'eau, filtration de l'air, à la gestion des espèces envahissantes, et ils font tout ça gratuitement. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on convertit une forêt en 2x4 puis en papier, oui, on génère de l'activité socio-économique, mais on repousse à plus tard une série de coûts sociétaux qui devront être payés à un certain moment donné. Nos autorités politiques, parfois, utilisent certaines libertés artistiques dans l'interprétation de la capacité des forêts à stocker du carbone puis réguler le climat. C'est vrai quand ces forêts-là sont âgées, c'est vrai quand les bois qui sont coupés contribuent à décarboner une partie de l'industrie de la construction, mais les sols forestiers stockent beaucoup de carbone aussi, et les vieilles forêts qu'on laisse sur pied stockent du carbone. Donc, ultimement, couper la forêt en espérant que ça permette de capter du carbone, c'est regarder seulement une partie de l'équation. Donc, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on a longtemps travaillé dans une direction. Maintenant, on doit voir les autres fonctions de la forêt et on doit voir que la protection d'une partie du réservoir forestier, c'est quelque chose qui est moins coûteux que son exploitation, puisque on reporte des coûts vers le futur en coupant cette forêt-là. Et ces coûts-là, ben, on va devoir les payer à un certain moment donné. Maintenant, on peut pas abandonner les communautés forestières et les industries qui exploitent la forêt. On doit travailler à les accompagner dans une diversification de leur économie, dans une diversification des types de produits à haute valeur ajoutée qu'ils peuvent réussir à faire à partir de la forêt. Et bien entendu, on doit, en tant que gouvernement, les aider financièrement à revoir la manière avec laquelle on vit notre forêt à l'échelle du paysage. Donc, c'est pas un combat entre l'industrie forestière qui veut s'accaparer des choses et les gens qui veulent faire la conservation. En fait, c'est un arbitrage qui doit être revisité, que le gouvernement doit faire. Et c'est le gouvernement qui alloue les forêts. Donc, si le gouvernement continue d'allouer les forêts comme il le fait présentement, on a un problème. Et ce problème-là, il n'est pas exclusif à la Gaspésie, il est pan-québécois, il est pan-canadien. Donc, on est rendu, avec toutes les connaissances qu'on a sur la forêt aujourd'hui, à vraiment revoir notre relation à la forêt et peut-être réaliser que la conservation, la mise en réserve d'une partie de la forêt, c'est quelque chose qui est gagnant à long terme. Puis je terminerai peut-être, j'ai une question un petit peu plus particulière, mais peut-être en même temps c'est pour voir, pour qu'on comprenne bien la situation. Est-ce que, admettons, on pourrait du jour au lendemain là mettre en place, qu'est-ce que ça prendrait pour que, on va dire, redonner une chance au caribou, et combien de temps ça prendrait pour qu'il retrouve une sorte d'équilibre où on n'ait plus besoin d'une intervention? Je voulais vous entendre un peu sur la question de temps, mais aussi physiquement, on parle de territoire, mais qu'est-ce qu'il faudrait s'accaparer comme territoire, par exemple? L'habitat essentiel du caribou de la Gaspésie, il a été délimité dans les dernières années. C'est quelques milliers de kilomètres carrés centrés sur le parc de la Gaspésie, mais pas exclusivement dans le parc. Donc, on se rend jusqu'à la côte, on se rend vers la baie des Chaleurs, vers Matane d'un côté, vers Mont-Saint-Pierre de l'autre. Donc, il y a vraiment là, un gros tampon autour du parc de la Gaspésie. À l'intérieur de cette zone tampon-là, c'est sûr qu'il faut limiter au maximum la quantité de jeunes forêts. Nous, on avait calculé qu'il fallait se maintenir sous 9% de forêts de moins de 20 ans pour donner une chance au caribou de se maintenir. Bien sûr, plus on est en bas de ça, mieux ça sera. En plus de ça, il faut comprendre que quand on coupe une forêt, c'est comme si on creusait un trou. OK? Et donc, si on veut sortir du trou, il faut réussir à faire en sorte d'arrêter de creuser. Si une forêt ou un paysage forestier est rajeuni, il redeviendra un habitat favorable aux caribous et défavorable aux prédateurs après plus de 50 ans. Donc, à chaque fois qu'on coupe une forêt, c'est comme si on creusait plus profondément en espérant sortir du trou. C'est des directions complètement opposées à ce que l'industrie veut faire puisque le caribou a besoin.
Donc, on parle de restauration, de réparation de l'habitat du caribou. Ça signifie laisser la forêt réatteindre un stade, je vais dire, mature, ou à tout le moins des forêts denses et hautes de plus de 12 mètres de haut, ce qui s'atteint à peu près après 50 ans, et de déstructurer des voies d'accès. On a quadrillé la Gaspésie avec une multitude de chemins forestiers multiressources. En fait, là, on a calculé qu'on avait à quelque part entre 1,8 et 2 kilomètres de chemins forestiers par kilomètre carré de territoire en Gaspésie. C'est énorme. C'est énorme. En fait, si vous faites parachuter en Gaspésie, là, en moyenne, vous allez toujours être à peu près à 300 mètres d'un chemin. Donc, marchant en ligne droite, vous êtes plus perdu, vous êtes sur un chemin, mais vous savez pas quel chemin, mais vous êtes à tout le moins sur un chemin. Donc, ça vous donne une idée. Ces chemins-là augmentent l'efficacité des prédateurs à patrouiller leur territoire et à chasser des caribous. Donc, ce qu'on doit faire, c'est aussi diminuer la densité de chemins. Et ça, c'est un problème qui est pan-canadien, puisqu'on a toujours construit les chemins en espérant donner de l'accès, mais là, maintenant, il faut restreindre l'accès, ce qui génère un enjeu d'acceptabilité sociale. Donc, on entend par là déstructurer l'assise des chemins, enlever les ponceaux. On parle aussi d'ameublir le sol avec de la machinerie puis de reboiser. Mais même si vous placez des plans de cette dimension-là sur l'assise du chemin, ça va probablement prendre près de 40 ans avant de redevenir une forêt structurellement complexe qui limite les déplacements des prédateurs. Donc, vous voyez que on parle de décennies, mais on a pris des décennies pour, altérer l'habitat du caribou de la Gaspésie. Faut pas se surprendre que ça prenne autant de temps à rétablir cet habitat-là. On peut pas tirer sur la tête des arbres pour les faire pousser plus vite. Donc, on doit travailler à protéger l'habitat dès maintenant, arrêter cette hémorragie-là qui nous éloigne de la ligne d'arrivée, qui nous fait creuser plus profondément en souhaitant sortir du trou. Donc, on doit protéger l'habitat, réparer l'habitat, et ça va prendre des décennies. Et entre-temps, on doit utiliser des mesures intérimaires comme la garde en enclos, comme le contrôle des prédateurs, et ultimement, probablement dynamiser la génétique de cette population-là, puisqu'on l'a tellement isolée au fil des ans qu'aujourd'hui, la génétique de cette population de caribous-là est un peu problématique. Il y a un niveau de consanguinité qui est élevé. On n'a pas nécessairement une émergence de plusieurs maladies orphelines, mais ça reste des pistes d'hypothèse qui limiteraient la capacité de cette population-là à rebondir. Donc, on doit continuer à essayer de dynamiser cette génétique-là pour que la population ait la flexibilité génétique requise pour s'adapter aux changements qui s'en viennent. Et rappelle-nous juste la durée de vie en moyenne de caribou. Un caribou a une espérance de vie d'à peu près 15 ans, avec une espérance de reproduction sur à peu près 12 ans. Mais en nature, les caribous vivent rarement aussi vieux. On parle de caribous qui ont une espérance de vie en raison de la densité des prédateurs, peut-être plus de l'ordre de 4 à 6 ans, 4 à 7 ans, même s'il n'y a pas d'études formelles qui ont été faites dans la population de la Gaspésie. Là, c'est des informations qui nous viennent des autres populations canadiennes. Donc, ce qu'on voit, c'est que ça va nous prendre plusieurs générations de caribous revenir à une population qui se porte bien si on commence à travailler l'habitat dès maintenant. Donc, je milite pour cette série de mesures-là qui sont scientifiquement appuyées depuis déjà plus de 15 ans. Puis pourtant, il y a très peu de chances que de mon vivant, je puisse assister à une population de caribous autosuffisante en Gaspésie, particulièrement suivant l'orientation politique de gestion du patrimoine naturel qu'on a actuellement au Québec. Merci beaucoup, Martin Hug, pour votre temps. Ça fait plaisir. Bonne journée.